Aujourd'hui, le thème, ça va être la réplication de données depuis SAP S4HANA en temps réel et l'automatisation de la création de data mart dans Snowflake afin qu'il soit visualisé et utilisé pour l'analytique au travers de clics. On va voir tout ça ensemble, un petit peu la théorie au départ, comment ça se passe, et puis on va voir vraiment en pratique. On a une longue démonstration, on va rentrer dans les détails, on verra ensemble vraiment comment vous pouvez répliquer tout ce process avec SAP S4HANA, Click et Snowflake. Donc nous sommes deux aujourd'hui. Je me présente d'abord Maxime Simon, je suis Sales Engineer et je travaille chez Snowflake ici en France depuis 2 ans. Thomas, je te laisse te présenter. Et donc Thomas Bier, bonjour à tous. Moi, je suis Solution Engineer chez Click depuis maintenant 4 ans et demi. Donc, je suis un ancien de Talend qui maintenant travaille avec les équipes de Click sur des produits Click également. On a conservé nos produits Talend. Et le produit qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est la, la réunification des deux technologies avec des choses que Click faisait auparavant, des choses que Talend faisait auparavant et que nos équipes R&D ont déjà mis en musique ensemble. Je pense que c'est un des points principaux qu'on veut voir ensemble, c'est-à-dire comment les deux produits vont former un produit unifié pour que ce soit plus simple au final pour toutes les utilisations, que ce soit récupérer les données et puis les activer par après. Donc on va voir d'abord commencer par pourquoi Snowflake pour les données SAP. Donc c'est un peu les questions que je réponds au jour le jour avec mes clients qui utilisent Snowflake. Euh, Pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette technologie pour les données SAP et pour les autres données. Ensuite, l'architecture, comment ça fonctionne, l'implémentation d'un système avec Click et Snowflake. Ensuite, les accélérateurs qui sont mis à disposition des clients par Click. Et finalement, donc une longue démonstration, on va voir ensemble toutes les étapes, vraiment, pour que vous soyez capable de reproduire par vous-même notre cas d'usage. D'abord, pourquoi utiliser Snowflake pour travailler avec des données qui viennent des SAP? Ce que je vois souvent avec les clients qui utilisent des systèmes SAP ERP, donc l'ancien ERP, S4HANA, qui utilisent aussi BW, BW4HANA, et qui utilisent tous les autres systèmes autour, comme le CRM, les systèmes RH, les différentes solutions cloud, c'est qu'au final, tous les business process principaux de l'entreprise vont toucher un système SAP. Donc, je vois tout le temps les process order to cash, je vois tout le temps les process de procurement, je vois tout le temps les process finance avec le reporting. Et tous ces process-là, idéalement, ils se passent dans un seul ERP. Le monde est simple et ça se termine dans un seul ERP. Ça commence en général comme ça. Mais la réalité, c'est que les années passent, les projets se complexent, les systèmes se multiplient. Et donc, on termine avec plusieurs instances ERP, avec plusieurs process qui sont optimisés pour chacune des business units, mais qui ne se parlent pas spécialement entre eux. Et il y a des besoins de réconcilier ça. C'est le plus gros besoin que je vois. Ensuite, intégrer des systèmes qui sont complètement non SAP, qui sont par exemple opérationnels, donc vraiment dans les usines, les machines, ou bien alors des systèmes complètement externes avec des données web, ou bien des données qui vivent pas du tout dans l'ERP, intégrer ça pour faire des analyses. Et finalement, je vois qu'il y a pas mal de séparation entre le monde des data warehouses traditionnels qui existent depuis une vingtaine ou une trentaine d'années on-prem et le monde des data lakes. Et donc, un peu réconcilier ce chiasme que je vois entre les gens qui parlent SQL et qui ont fait ça dans un data warehouse et les gens qui parlent, entre guillemets, Python et qui font ça dans un data lake. C'est une culture différente, c'est des utilisations différentes, c'est des équipes différentes. C'est pas facile de réconcilier ça et c'est un problème qu'on attaque au jour le jour et qu'on vient résoudre avec Snowflake. Donc, concrètement, c'est quoi les questions auxquelles on répond avec Snowflake, par exemple? Combien j'ai dépensé avec un fournisseur globalement sur les mois passés? Ça paraît être une question super simple. La réalité, c'est que la réponse, elle vit souvent dans plusieurs systèmes et que c'est des cas typiques de réconciliation. C'est les premiers cas d'usage qu'on voit avec Snowflake. Réconcilier différentes sources de données. Ensuite, la valeur de différents projets. Si j'arrive à améliorer ma production de 1%, je vais avoir 1% de rebut en moins, ou je vais avoir 1% d'absentéisme en moins, des choses comme ça. C'est quoi l'impact sur mon revenu? Typiquement, le système qui va gérer la production et le système qui va gérer la finance, ils ne se parlent pas. Et donc, typiquement, faire converser ces deux systèmes, c'est un des cas d'usage principaux de Snowflake. Et ensuite, faire aussi de la prédiction. Donc, par exemple, les sales trends
Si j'arrive à améliorer mes sales parce que je change une valeur dans ma communication client, de combien mes sales vont augmenter et quel impact ça va avoir sur ma profitabilité. Faire des modèles prédictifs avec des données qui viennent d'un ERP et utiliser du Python pour faire des prédictions, c'est deux mondes qui vivent de façon relativement indépendante en général. Les données finance et puis les équipes plus big data et prédiction sont en général assez scindées et venir réconcilier ça dans une seule technologie, c'est une grosse partie de la valeur qu'on apporte. Finalement, on voit aussi beaucoup d'utilisation de données externes, on va même en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, quel est l'impact du climat, par exemple, sur mes ventes le mois prochain? S'il y a une tempête qui se passe le mois prochain et que je ne suis pas capable d'avoir certaines pièces parce que ma supply chain a un problème, quel va être l'impact? Où va être l'impact? Comment il va être chiffré, etc. Donc avoir ces données du climat ou ces données qui viennent de sources externes et les intégrer dans mes prédictions, c'est un des cas d'usage principaux de Snowflake aussi. On le voit au travers de la marketplace qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire ramener des données complètement externes dans un process métier. Et finalement, pourquoi est-ce que Snowflake est une solution qui est particulièrement efficace pour répondre à ces questions? Snowflake, c'est un moteur d'exécution fondamentalement. Donc, on va recevoir du code SQL, Python, Java, JavaScript, et on va l'exécuter. Et la valeur principale qu'on offre, c'est la scalabilité. Vous pouvez faire tourner des jobs avec aussi peu de données ou autant de données que vous voulez dans un seul moteur. Des jobs qui peuvent prendre 500 millisecondes, des jobs qui peuvent prendre 10 heures sur le même moteur, avec des langages différents, des équipes différentes qui vont collaborer sans avoir à gérer leur propre infrastructure. Ne pas devoir installer des librairies Python soi-même sur une machine et maintenir les versions. Ne pas devoir soi-même maintenir un moteur SQL, optimiser les index, optimiser la façon dont les données elles sont structurées. C'est ça la valeur de Snowflake. Que ce soit rapide pour tout type de workload et que ça fonctionne sans complexité derrière. On ne sait pas qu'elle n'existe pas, cette complexité, elle est là, mais on essaie de l'automatiser le plus possible. L'encryption, la compression, le stockage, l'indexing des données, le fait de préparer toutes les données pour que ça réponde aux besoins, aussi le côté infra avec high availability, donc c'est-à-dire nous on fait toujours une réplication des données sur 3 availability zones, on s'assure que vos machines sont disponibles, si une machine est cassée ou a un problème, automatiquement elle est remplacée par une autre et on relance vos requêtes, toutes sortes de services qui font que pour un end user, Snowflake ça marche. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter à savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Et finalement, le côté connexion, Snowflake permet l'échange de données entre comptes. Et ça, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, qu'on voit beaucoup utiliser chez nos clients. C'est-à-dire que, au final, pourquoi avoir besoin de sortir des données d'une base de données, les mettre sur un CSV, sur un FTP, partager le FTP à un client ou à quelqu'un dans l'écosystème, et puis que ces personnes-là, elles prendre ce CSV, avoir des problèmes pour l'insérer dans une base de données, passer plein de temps à faire ça et l'utiliser en interne. Tout ce process-là, qui prend des mois en réalité et qu'on voit souvent, eh ben, dans Snowflake, c'est un bouton, c'est un share. Vous partagez des données avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment une partie de la magie de la solution qui fait qu'on peut partager des données en 10 minutes à quelqu'un en interne ou en externe. Et ce, de façon sans flux. Il n'y a pas de réplication de données. On va passer un peu sur le côté architecture. C'est des sujets que je prends très souvent avec les clients. On va commencer par quelque chose de très simple, très high level sur les architectures que nous voyons. Fondamentalement, il va y avoir des sources, il va y avoir un pipeline de données et il va y avoir des consommateurs. Et Snowflake a pour but de venir simplifier ce pipeline de données. C'est ce qu'on vient faire. C'est pour ça qu'on a besoin de cette scalabilité, de cette simplification technique, de ces différents services, afin de pouvoir simplifier la façon dont on va connecter nos sources aux usages. Traditionnellement, on voit qu'il va y avoir plusieurs outils ETL de réplication de données ou de modification de données avant qu'elles arrivent dans un pipeline et qu'elles soient utilisées par différents consommateurs. Et j'en parlais juste avant, mais on voit beaucoup de mondes qui ne se parlent pas, qui sont la data warehouse et le data lake. Et en général, il y aura des outils différents de réplication des données pour la data warehouse et pour le data lake. La data warehouse elle-même, dans le monde SAP, elle est souvent segmentée entre un monde chaud, tiède et froid. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont in-memory dans une base de données HANA, il y a des données qui sont archivées, souvent dans SAP IQ,
ouais, souvent utilisé pour ça, mais il y a d'autres bases de données qui font ça. Et puis, on a des données qui sont archivées long terme sur des disques ou sur des disquettes, et donc qui sont le monde froid. Et à côté de ça, il y a un data lake qui va stocker des CSV, des JSON à long terme et qui va être utilisé par exemple, des data scientists, des data engineers qui vont accéder à cela au travers de Python ou de Scala. Et en général, ces deux mondes, ils ne se parlent pas. La valeur que Snowflake apporte, c'est être capable d'offrir un contrat d'usage similaire à une base de données, c'est-à-dire très simple. Vous avez des tables, vous avez des vues, et derrière, vous avez une scalabilité qui est illimitée. Donc, vous avez les avantages du data lake qui sont que c'est pas cher de stocker des données et que c'est illimité. Vous pouvez avoir des centaines de pétabytes si vous voulez. Mais vous avez un contrat d'usage très similaire à une base de données, c'est-à-dire que c'est sécurisé. Vous avez des rôles, vous avez des privilèges, vous avez du row-level security et vous pouvez déterminer quel user a accès à quoi de façon extrêmement granulaire. Et surtout, vous pouvez lancer un simple select star sur une table pour voir ce qu'il y a sur cette table. C'est-à-dire que vous avez un contrat similaire à du SQL ou du Python euh, qui vous permettent d'accéder à vos données très facilement, même si derrière, il y a toute la complexité d'un data lake qui est géré pour vous. C'est ça le contrat que Snowflake offre à ses utilisateurs. Et donc, vous simplifiez votre réplication de données, vous simplifiez votre pipeline de transformation et vous permettez à tout type d'utilisateur, de consommateur, de venir accéder à une seule source. C'est ça qu'on vient offrir comme architecture. Et je vais laisser Thomas continuer à vous expliquer un petit peu plus concrètement comment ça se passe pour accéder à ces données et puis pour les utiliser. Exactement, merci Maxime. Donc si on se met maintenant dans un contexte où on met clic dans la picture, ce qui va être intéressant d'utiliser aujourd'hui pour leverager cette puissance de calcul et cette scalabilité côté Snowflake, c'est d'utiliser l'outil Click Talent Cloud et la perspective data intégration qui permet de non seulement de se connecter à différentes sources de données, mais également de faire de l'ELT directement dans Snowflake. Donc, ce qu'on va faire grâce à Click Talent Cloud Data Intégration, c'est qu'on va venir se connecter à différentes sources de données. Et donc, ces différentes sources, ça va être SAP principalement aujourd'hui dans notre cas, mais on a aussi d'autres connecteurs qui permettent de récupérer des données d'autres systèmes applicatifs au travers de Gateway. Donc, on va avoir un agent qui va se connecter à vos sources de données, qui va être géré par le client dans son écosystème pour pouvoir accéder à ces données. Et ces données, derrière, vont rester au niveau de cette plateforme. Et l'outil Click Talent Cloud va simplement permettre de configurer ces flux de données et de pousser ces données dans Snowflake et de pousser les instructions à Snowflake pour derrière venir transformer la donnée. La puissance de Click Talent Cloud Data Intégration, c'est d'être à la fois capable de faire de l'ELT dans Snowflake, mais aussi de capturer les changements dans les différentes sources de données en temps réel. Et donc, on va pouvoir récupérer les données en temps réel dans les différents systèmes, capter ces changements pour pouvoir les répliquer dans Snowflake et derrière servir différents cas d'usage de votre écosystème, notamment ce qu'on verra notamment aujourd'hui, c'est l'analytique au travers de ClickCloud. Donc, l'outil dont on va parler aujourd'hui, Click Talent Cloud Data Integration, permet à la fois de gérer l'ingestion des données en temps réel avec du Change Data Capture. En fonction des différentes sources de données, on va être capable soit d'accéder à la couche applicative, d'utiliser des API incrémentales des différentes sources, mais la plupart du temps, ce que nos clients font, c'est qu'ils utilisent des bases de données ou des systèmes comme SAP, où là, ils souhaitent faire du temps réel. Donc là, on va vraiment capturer en temps réel le changement en accédant au log de la base de données, au log sous-jacent de la base de données, pour être le moins intrusif possible sur les systèmes sources. Et derrière, on va pouvoir répliquer les données en gérant une historisation de type 2 pour garder et conserver l'ensemble des modifications des données qui sont faites dans Snowflake. Une fois qu'on a ingéré ces données, on va pouvoir travailler sur la transformation des données. On verra juste après quels sont les différents types de transformations qui sont possibles, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une transformation qui va être poussée à Snowflake pour être exécutée directement dans Snowflake. Une fois qu'on a landé les données dans Snowflake, on ne va plus les bouger, on ne va plus les sortir de l'écosystème Snowflake pour les transformer. Tout va se faire en push-down sur des requêtes qui vont être générées et exécutées sur le moteur de Snowflake. Et la dernière étape, pour servir principalement des cas d'usage autour de la business intelligence, c'est la capacité de générer
un data mart avec les différentes tables qu'on a répliquées, les différentes données qu'on a transformées, de dénormaliser vos données et d'auto-générer des clés de substitution qui vont être plus simples pour faire les jointures entre les différentes tables dans vos outils de data visualisation. Les transformations possibles que l'on peut faire avec l'outil. Donc, on a des transformations qui sont dites simples, où là, on va renommer des colonnes, on va changer des types, on va renommer des noms de tables, et on verra tout à l'heure comment on peut faire ça. Et puis, on peut aller plus loin dans les transformations avec un éditeur de requêtes SQL, où là, on peut soit taper sa requête directement dans cet éditeur, si on sait exactement ce que l'on souhaite faire, ou alors, et on pourra le faire à partir de la semaine prochaine, avec la release qui va être publiée lundi, demander à un agent d'intelligence artificielle, de GenAI, de générer une requête à partir d'un prompt en disant, bah voilà, je veux, dans mon contexte SAP, rapprocher mes données d'entête et de poste de commande et les croiser avec mes clients pour faire un agrégat sur mon prix et mes quantités, par exemple. Et donc, l'intelligence artificielle va automatiquement générer la requête SQL qui sera exécutée sur Snowflake. Et puis la dernière possibilité en termes de transformation qu'on va voir, qui est issue du rapprochement entre Qlik et Talend, c'est une transformation graphique avec des processeurs qui vont générer eux aussi du code SQL qui va être exécuté sur le moteur Snowflake. On va pouvoir construire graphiquement la consolidation, la transformation des données qu'on souhaite faire, sans avoir à taper du code SQL cette fois-ci, juste en venant paramétrer différents composants. Les accélérateurs que propose Qlik autour de SAP sont de deux types. La première, pour vous rappeler encore une fois un exemple d'architecture de données, de transformation de données avec Qlik et Snowflake, on voit qu'on a différents composants dans Snowflake, on a différentes possibilités aussi de fonctionnalités dans Qlik pour faire du push-down SQL et pour récupérer des données de SAP de différentes variétés. Nos accélérateurs SAP vont permettre d'accélérer cette récupération de données, mais aussi d'accélérer la partie analytique, la partie data visualisation. Donc, ça va commencer avec des extracteurs et des projets, des data pipelines qui sont déjà préconstruits et qui vont vous permettre d'aller très, très vite sur la récupération des données et la modélisation des données dans Snowflake pour derrière avoir des applications Qlik en termes de data visualisation qui sont elles aussi très développées avec des indicateurs qui sont déjà calculés et qui vous permettent d'avoir des résultats autour de l'exploitation de vos données SAP de manière très très rapide. Un exemple de projet d'un data pipeline qui permet de récupérer des données de SAP, on voit différents types de données qui sont récupérées, différentes transformations de consolidation de données qui sont faites dans les domaines de finance, d'order to cash par exemple, d'inventory, et la création des data marts, donc de ces vues, de ces tables finales de la donnée ingérée et transformée, qui permet derrière de créer et d'utiliser surtout des applications Qlik, donc cette fois Qlik Cloud Analytics, qui sont déjà faites, qui sont déjà avec différentes feuilles, avec différents indicateurs, avec différentes possibilités de navigation, qui évitent de partir d'une feuille blanche quand on veut exploiter ces données SAP. Rentrons tout de suite dans la démonstration. On va repartir de ce schéma d'architecture où on va voir dans un premier temps la partie Qlik Talent Cloud Data Intégration, donc cet outil web qui permet de gérer vos data pipelines, qui est géré et managé par Qlik au travers d'un navigateur Internet. On va se connecter à SAP de différentes manières, donc soit avec des extracteurs SAP, soit avec l'accès directement aux tables SAP. Ensuite, on va travailler cette donnée dans Snowflake. On va créer nos transformations dans Qlik Talent Cloud Data Intégration et on va venir pousser les requêtes SQL dans Snowflake et on verra au niveau du monitoring comment ça se passe. Et puis, j'ai un collègue de l'analytique qui m'a préparé une data visualisation autour de ces données-là dans Qlik. Donc, regardez, on va commencer avec la partie visualisation. Donc, imaginons qu'on est dans la peau d'un data analyst qui souhaite analyser des commandes, des ventes,
consolider ces montants, faire des analyses croisées avec les clients, avec la localisation des clients et les typologies d'articles. Donc l'idée, c'est d'arriver à extraire les données de SAP, et c'est les données que vous voyez là à l'écran sont des données qui proviennent de SAP, pour pouvoir construire cette analyse de données. Dans la partie analytique de Qlik, on peut créer ces tableaux de bord de données qui sont très dynamiques, qui permettent une navigation dans les données sous différentes dimensions de manière très simple, avec des choix de dimensions dynamiques qui vont mettre à jour les différents graphiques de la feuille en temps réel. Et puis, si on choisit, ici, on est sur des types de produits. On peut choisir un type de produit, mettre à jour en temps réel l'ensemble, et de manière dynamique, l'ensemble des différents graphiques qui composent notre feuille, et puis venir se focaliser sur tel ou tel point qui sont intéressants. Ce qu'on verra dans la démonstration, c'est comment aussi on peut croiser ces données-là qui proviennent de SAP avec des données de la marketplace pour venir enrichir ce type d'analyse de données. Commençons avec Qlik Talent Cloud Data Intégration. Je vais juste vérifier que je suis toujours bien connecté. A priori, oui, il ne m'a pas déconnecté. Et on va commencer avec les connexions. Donc les connexions à SAP et à Snowflake. On voit qu'on a différents types de connexions. Premier type de connexion pour SAP qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être les extracteurs. Donc les extracteurs, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers de SAP, ce sont des programmes côté SAP qui permettent de récupérer des données, soit en mode Delta, soit en mode full. Donc ça va être en fonction de ce qui a été fait côté SAP. Qlik Talent Cloud est capable de se connecter, de récupérer ces données d'extracteurs SAP. Autre possibilité, utiliser la base de données sous-jacente pour cette fois aller directement récupérer les tables, les données qui sont dans les tables, et aussi et surtout bénéficier des logs de cette base de données pour pouvoir faire du temps réel à la seconde. C'est-à-dire qu'on va, contrairement aux extracteurs où on va être dépendant de la couche applicative de SAP, là au niveau des tables, on va pouvoir aller directement au niveau des logs de la base de données. Dans mon cas, j'ai une base ANA derrière mon S4, et on va aller s'adosser au log de cette base de données pour pouvoir récupérer en temps réel les modifications. Pour notre base Snowflake, on va en créer une connexion ensemble pour que vous compreniez la simplicité de l'utilisation de l'outil. Donc, on a énormément de connecteurs pour récupérer différentes typologies de données. On va se focaliser sur Snowflake ce matin. Je récupère juste voilà, mon serveur. Donc, pour récupérer des données, on va se baser sur une gateway. Donc, la gateway, c'est un agent qui est installé sur un serveur et qui va accéder, qui va se connecter au système. Une fois que j'ai rentré mon serveur, je rentre mon utilisateur. Je vais récupérer mon mot de passe Snowflake Donc les ici. accès, ils se passent depuis, j'imagine, le côté on-prem, hein. C'est-à-dire que la gateway va faire un accès depuis on-prem vers Snowflake et pas l'inverse. Exactement. On spécifie les warehouse et on va pouvoir récupérer nos bases de données pour choisir la base de données qu'on va vouloir utiliser pour créer notre projet de réplication. Et s'il y a SAP to Snowflake. OK. On a une base live pour la démonstration, et j'ai d'autres bases dans le Snowflake qu'on a utilisé, où j'ai différentes étapes qui ont déjà été préconfigurées pour pas avoir à tout recréer en live. Notre D'accord. connexion fonctionne, on va pouvoir la créer, et puis maintenant on va pouvoir aller au niveau de notre projet, créer un nouveau projet qu'on va faire ensemble de A à Z. Donc un projet, on lui donne un nom, SAP Snowflake Live par exemple. Et on va avoir deux types de projets en fonction de deux types de use cases possibles. Soit on va vouloir faire un data pipeline, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça va être à la fois l'ingestion des données et la transformation des données dans l'outil Qlik Talent Cloud Data Intégration. Ou alors, on peut choisir, en fonction du cas d'usage, de faire uniquement de la réplication. Donc, uniquement la capture des différents changements dans la base, dans les applications sources, pour les répliquer dans Snowflake sans avoir de transformation particulière à faire. Dans notre cas, on va faire un data pipeline et on va venir sélectionner la connexion qu'on vient de créer à Snowflake. Donc là, on a la target, d'accord, et on n'a pas encore les différentes sources qu'on va venir rajouter, donc les sources SAP. Bon, pour choisir ces sources SAP,
soit, dans notre projet, soit on peut choisir d'onboarder, de récupérer des données externes, comme on va le faire aujourd'hui de SAP, soit on peut choisir aussi de travailler avec une partie de données qui sont déjà dans notre base Snowflake et qui vont nous permettre de croiser en modalité, encore une fois, des données de sources externes et qui sont déjà présentes dans Snowflake. Là, on initialise notre projet avec des données uniquement de SAP. On peut donner un nom à cette tâche. Et donc, c'est là, dans cette étape, qu'on va venir sélectionner la connexion qu'on veut utiliser pour récupérer les données. On choisit notre connexion de type application qui va se baser derrière sur la base de données SAP. Donc, notre base de données SAP, elle a un schéma, différents schémas. Donc, dans notre schéma FFR_sales, on va venir récupérer l'ensemble des tables qui commencent par V, donc nos tables VBAC et VBAP pour nos en-têtes et nos postes de commande. Donc, je vais choisir ces deux tables qui seront en mode CDC, donc en mode vraiment Change Data Capture en réel. Et on va venir sélectionner ces deux tables. Avant de finaliser la création de cette étape d'onboarding, on peut choisir de fonctionner en mode Change Data Capture, où on va capturer uniquement les changements une fois qu'on aura fait l'initial load, soit faire du reload and compare dans Snowflake à chacune des exécutions. Et puis, c'est ici qu'on peut choisir également, ce dont on parlait tout à l'heure, la capacité de gérer l'historique des données, des modifications des données en mode type 2, ou alors de faire de la réplication simple et de n'avoir que le dernier état de la donnée. Donc, pour avoir un petit peu plus de richesse dans les données et les différents changements, on va prendre le type 2, et comme ça, vous verrez comment sont stockées les différentes données. Donc là, on récupère deux tâches dans notre projet. Une première tâche qui va faire le landing de nos données, donc qui va récupérer, qui va faire l'initial load avec un full load initial, et ensuite capturer les différents changements dans une table de change. Et puis nous donner notre tâche de storage, qui, elle, va consolider notre full load et nos différents changements dans le temps pour pouvoir créer des vues à destination des utilisateurs avec le dernier état de la donnée. Avant d'exécuter ces tâches-là, on parlait tout à l'heure du nom des champs et du nom des tables dans SAP. On va pouvoir venir faire une transformation simple pour renommer à la fois les tables et les colonnes. Donc, dans un premier temps, le dataset, renommage du dataset. On va pouvoir venir utiliser un dictionnaire de données. Donc, ce dictionnaire de données, c'est un fichier CSV qui a été construit à partir des tables techniques SAP et qui va faire finalement un mapping. J'ai plus de tables que juste VBAC et VBAC, mais qui va me faire un mapping entre le nom de la table technique dans SAP et une description plus fonctionnelle. Comme ça, on pourra donner à l'utilisateur un petit peu plus d'informations et de granularité dans le contenu des champs qui, côté SAP, on connaît, sont assez spécifiques. On fait la même chose avec les colonnes. Donc pareil, on va venir chercher un dictionnaire de données, cette fois que j'ai appelé attributes, et dans lequel on va avoir le mapping entre chacun des champs possibles dans mes différentes tables et une description fonctionnelle. Donc là, l'ensemble de nos colonnes ici, le nom de nos colonnes ont été renommés. Une fois que j'ai fait cette étape de renommage, je vais pouvoir faire un prepare, donc préparer la base de données à l'accueil finalement de nos données SAP. Donc la préparation de cette tâche va finalement créer le schéma spécifique dans Snowflake pour accueillir ces données-là. Donc on bascule dans Snowflake au niveau de notre base de données QCI SAP to Snow underscore live. On voit la création du nouveau schéma onboarding underscore landing qui va contenir nos tables, donc qui sont en cours de création, qui va contenir les tables dans lesquelles seront stockées les données. Et donc, on voit qu'on a pour nos headers une première table de Sales Order Header et une deuxième table underscore CT pour Change Tracking, où là, on va voir uniquement les changements qui vont être stockés. Donc, notre tâche est prête à être exécutée. On va pouvoir l'exécuter ensemble. Et donc là, clic Talent Cloud Data Intégration va aller se connecter à SAP, récupérer les données dans SAP pour les répliquer dans Snowflake. On ouvre ici
Si on va donc sur la table des headers, On voit qu'elle donc là, vient d'être créée, on voit Just Now, zéro ligne encore pour l'instant. exactement. Donc là, notre tâche est en cours d'exécution. Là, il commence par créer On la va table, ensuite, voilà, il a inséré les données. on a inséré l'ensemble des données. On peut aller voir dans le monitoring, voir quelles sont les différentes instructions qui ont été faites. Donc, il était aux alentours de 11h31. 12h31, tout à fait, hein. Et donc, on voit ici, c'est assez intéressant, mais la façon dont Click Talent Cloud Data Intégration vient déposer un fichier, c'est-à-dire faire un put d'un fichier qui compacte les données qui ont été récupérées. Il les dépose d'abord dans Snowflake, et puis ces fichiers, ils sont transformés en table avec le statement copy into, qui a pris 1 seconde 6, voilà, ou celui-là, 2 secondes 8, j'en ai mis deux. Et donc ça vient récupérer un fichier et insérer tout ce fichier dans une table. C'est beaucoup plus efficace de faire ça avec une technologie comme Snowflake, plutôt que de faire un petit insert par ligne. Donc Snowflake est une technologie qui est faite pour fondamentalement prendre beaucoup de données à la fois et les traiter en parallèle. On vient paralléliser ça. Et faire un petit insert pour chaque ligne d'une table, c'est une façon très inefficace d'utiliser le moteur Snowflake. Et là, on voit que ben, le copy into vient récupérer potentiellement des millions de lignes à la fois et les intégrer. Ce qui va se passer, c'est que selon l'intervalle que vous allez déterminer, par exemple 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, eh bien, selon cet intervalle, on va avoir une réplication et on va faire une insertion par intervalle, et ça va être une façon efficace de créer la table. On peut confirmer ça en haut de l'écran avec le Select Star qu'on voit. Si tu peux cliquer sur ce Select Star, on va voir que tu as eu un select qui s'est passé pour la preview, hein, puisque tu as affiché la preview. Et on voit ce que le moteur a fait. On voit que là, il y a eu un scan, une limite et un résultat. Une toute petite requête, ça va vite. Et vous pouvez voir en bas à droite qu'il y a ce concept de partition. On voit qu'ici, on a notre première partition qui est créée dans la table Snowflake. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le moteur Snowflake, ce concept de partition. C'est-à-dire que quand vous allez insérer des données dans Snowflake, automatiquement, le moteur va les découper en petits morceaux, les compresser et puis les encrypter. Et une fois qu'elles sont encryptées, on les réplique dans 3 zones et on les stocke dans 3 zones. Et ça, c'est un peu notre cœur métier, dans le sens où s'assurer que les données, elles sont sécurisées, qu'elles sont encryptées, s'assurer qu'elles sont compressées efficacement pour prendre le moins de place possible, et puis s'assurer surtout qu'elles ont la bonne taille. Donc c'est à peu près 16 mégabytes par partition que nous, on va stocker. Une fois que c'est compressé, 16 mégabytes compressés, et on va répliquer ça sur 3 zones et s'assurer que c'est durable. Donc s'assurer que même s'il y a une copie des données qui est perdue dans un accident, il reste 2 copies qui existent. Et tout ça est fait de façon complètement transparente. Un petit copy into qui fait que vos données elles sont encryptées, compressées et répliquées sur 3 endroits. Je te laisse continuer. Oui, donc pour continuer, je vais juste revenir sur notre table de change pour vous montrer que son état initial, en termes de change, on n'a pas de données. Donc maintenant, on va aller dans SAP. On va se connecter à la transaction qui nous permet de modifier des commandes et on va aller modifier une commande. Donc là, j'ai une commande, la 2170, Donc qui a, VA02 dans qui a VA02. différentes lignes avec différents montants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'une de ces lignes, ce qui va donc nous changer au niveau de l'entête le montant total de la commande et au niveau de la ligne, nous retirer un item Ouais. de notre commande. Donc là, on a le montant qui a changé, qui est passé à 3390. Donc on va pouvoir sauvegarder dans SAP. Sauvegarde ça. Donc là, la donnée a été modifiée dans SAP. Et au niveau de Click Talent Cloud Data Intégration, on a notre tâche qui est toujours en mode running, toujours en mode écoute pour capturer ce changement et qui a donc récupéré le changement et qui a normalement mis à jour notre table de CT pour pouvoir à la fois modifier notre table de CT au niveau des entêtes et au niveau des lignes également, vu qu'on a modifié les postes. On voit que Donc, la au ligne niveau est de la arrivée. ligne, on voit qu'on a une entrée qui a été ajoutée, un delete. Donc, on a deleté l'un des postes de la commande 2170. Et au niveau de notre header, on devrait avoir un update pour la modification du montant total de la commande. Et encore une fois, une Toujours. bonne, une bonne pratique en data warehousing, je veux dire, c'est de jamais faire des hard deletes, de jamais répliquer le delete tel quel. Là, on voit l'opération et on traque toutes les opérations qui se passent. Et dans Snowflake, vous gardez un historique de toutes les opérations qui se sont passées.
de toutes les updates, toutes les deletes, et sur base de ça, vous allez faire une table de target qui est votre état actuel, je veux dire. Donc, là, on était sur l'étape de landing. Ce que je vais faire, c'est plutôt que d'exécuter mon étape de storage ici dans mon projet, j'avais préparé un autre projet un petit peu plus avancé, donc mon projet V1, dans lequel j'avais à la fois répliqué des données en mode table et en mode extracteur. Et donc, dans notre mode extracteur, on a récupéré des données de clients et d'articles qui vont nous permettre, sur le même principe que ce qu'on a construit ensemble juste avant, de récupérer les données de différentes manières de SAP. Et donc, dans Snowflake, dans mon schéma V1, donc pour mon projet V1, je vais avoir à la fois le landing et le storage. Et donc, sur le storage, si on va sur le storage au niveau des tables, on voit qu'on a deux schémas de storage. Un schéma de storage internal, dans lequel on va avoir les tables avec les données insérées dans ces tables. Et puis, on va avoir un autre schéma, storage, qui lui ne va contenir que des vues. Donc, qui sera ce schéma-là qui sera partagé avec les différents utilisateurs pour qu'ils puissent accéder uniquement aux données sans les modifier. Et donc, si on retourne sur nos sales orders, on voit qu'on a une table de sales order consolidée avec le dernier état de notre donnée après l'ensemble des modifications qui ont pu être faites. Et aussi, on va stocker une table d'history avec les différents états prior et current avec des timestamps pour savoir quels étaient les différents états de la donnée à un instant T. Donc, soit on veut accéder au dernier état, soit on veut accéder à l'historique, soit on veut accéder au changement. Là, toutes ces données-là sont accessibles dans les différentes tables de notre schéma de storage. Mais que ce soit underscore change, underscore history, underscore live, toutes ces tables, elles sont créées automatiquement. C'est-à-dire que c'est Tout ça est généré. auto-généré par l'outil et auto-alimenté par l'outil. Ouais. Donc maintenant qu'on a à la fois des données qui viennent d'extracteurs et de tables SAP, on va pouvoir rajouter une transformation. Donc là, dans notre menu, on va pouvoir rajouter une tâche de transformation. Et dans cette tâche de transformation, on va venir construire, on va sélectionner nos sources, bien évidemment, donc à la fois de nos différentes tâches précédentes, donc des extracteurs ou des tables. Donc là, on va prendre une partie des données de nos tables, euh, de nos données qui ont été extraites via le processus des tables, et la même chose pour nos extracteurs. Et on va venir construire un flow de transformation, un transformation flow pour consolider nos entêtes, nos lignes et nos clients. Donc, soit on peut le faire sous forme de requête SQL, où là, on va venir saisir une requête SQL. Ce qui est important, je pense, de vous montrer aujourd'hui, c'est de vous montrer la partie visuelle de la transformation. Conso containers. Et donc là, on va se retrouver avec une feuille de travail dans laquelle on va avoir différents composants, donc nos tables sources qui sont pré-configurées, notre table cible console order qu'on va créer dans le cadre de cette transformation flow. Et on va pouvoir venir adosser des processeurs pour pouvoir consolider la donnée, faire des jointures, faire des agrégats, faire du data masking, faire des filtres, tout ça de manière très graphique dans l'outil. Donc là, j'ai mis un composant de jointure. Pour ce composant de jointure, il faut que je spécifie mes critères de jointure. Donc sur la droite, je viens configurer et choisir les champs que je vais utiliser pour faire ma jointure. Donc le mandant dans un premier temps et mon sales document dans un deuxième temps. Quand je vais cliquer sur Save, l'outil va générer la requête SQL qui va être envoyée à Snowflake et je vais avoir la capacité de visualiser un échantillon du résultat de mon opération. Donc là, j'ai sur la gauche la requête SQL qui est auto-générée par l'outil, qui est envoyée à Snowflake, et sur la droite, le sample, l'échantillon du résultat de ma jointure qui est faite. Donc simplement en venant sélectionner les champs, ici on a configuré la jointure. On va faire la même chose avec le résultat de cette jointure et nos données clients. Donc on peut sur la gauche accéder à nos différents processeurs. Donc on va choisir en glisser-déposer cette fois notre processeur de jointure. Et donc pareil, on va venir tirer les liens entre les différents composants pour faire cette fois la jointure entre nos commandes et nos clients.
Donc ici, pareil, sur la droite, je viens spécifier mes critères de jointure. Je commence par le mandant, et puis ensuite, le numéro de client. Donc là, soit je vais essayer de rechercher le numéro de client avec l'ascenseur, soit sinon, je peux directement taper le champ qui m'intéresse pour qu'il me le retrouve plus rapidement. Pareil, je sauvegarde. La requête est générée, la requête est envoyée à Snowflake et l'échantillon de données pour vérifier mon résultat est affiché dans l'outil. Je fais le lien avec ma table cible. Et donc là, je spécifie la clé que je veux utiliser pour ma table cible et ma transformation est prête à être exécutée. Si je clique sur Prepare et si j'exécute cette transformation, comme tout à l'heure, ça va créer le schéma dans ma base de données Snowflake et aller ingérer les données en mode ELT dans ma table conso_order. Donc, si on va cette fois dans mon schéma V2, qui est l'étape où la transformation a déjà été exécutée auparavant, on voit qu'on a un schéma transform dans lequel on va avoir les tables qui ont été répliquées dans ma transformation et surtout ma table Customer Order Conso, qui est le résultat de la consolidation de mes commandes, mes clients et même mes articles dans cet exemple-là. Donc ça, on a un état qui commence à être intéressant en termes de consolidation de données. Maxime, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller récupérer des données de la marketplace. Oui. Ouais, donc on va enrichir ça. Le scénario qu'on avait imaginé ensemble avec Thomas, c'était un provider qui s'appelle SafeGraph. Et quand vous faites une recherche sur la marketplace d'un provider, dans ce cas-ci, vous voyez tous les produits qu'ils offrent. La marketplace, elle a bien sûr des données qui sont payantes, qui sont consommables au travers d'une relation commerciale, mais ils ont aussi des datasets qui sont gratuits, qu'on peut tester. Donc dans ce cas-ci, on a pris un dataset gratuit qui s'appelle SafeGraph Frostbite. C'est un dataset de démo que j'utilise assez souvent pour montrer comment ça fonctionne. Et en fait, donc on va accéder aux produits qu'ils vendent. Et vous voyez ici, dans le produit qui s'appelle SafeGraph Frostbite, il y a une description, bien sûr. Vous voyez le type de données qu'il y a. Il y a des données pour ici des points of interest. Donc toutes sortes de données géographiques sur longitude, latitude et toutes sortes de commerces, de points d'intérêt dans plein d'endroits différents. On peut voir dans le dictionnaire ici les différentes colonnes qu'ils mettent à disposition. Donc les marques, les villes, les pays, la géométrie, donc sur une carte des différents bâtiments qui sont mis à disposition. Et aussi, bah, le produit, forcément, il contient des exemples. Et donc, dans ce cas-là, SafeGraph nous propose quelques exemples pour utiliser en SQL bah, une requête qui va accéder les musées, les sites historiques aux États-Unis. Sur base de ces exemples-là, je peux me dire, tiens, ce dataset, il m'intéresse. J'ai un référentiel client que j'ai récupéré depuis SAP. Bah, j'aimerais bien l'enrichir, savoir quels sont les points d'intérêt proches de chacun de mes clients. Et c'est ce qu'on a fait avec Thomas, c'est qu'on a préparé bah, une requête très simple ici, qui fait une jointure en fait. Donc vous voyez une jointure entre deux tables. La table qui nous vient d'SAP, qui est les Customer Attributes, donc mon référentiel client. Je vais joindre ça avec SafeGraph, public, Frostbite et Advanced SafeGraph. Et je joins ça sur la ville et l'adresse. Donc j'ai l'adresse de mes clients, je connais la ville de mes clients. Ben, j'ai ce champ-là qui existe chez SafeGraph et ce champ-là qui existe dans mon référentiel client, et je fais une jointure. Mais vous voyez ici, on a gardé exprès les noms des différentes tables qui viennent de la source SAP, donc de mon référentiel client, pour trouver bah, les différentes informations de mon référentiel. Et à droite, les différents, voilà, on voit la clé de jointure, hein, donc l'adresse. Et à droite, on voit toutes les informations qui nous viennent de cette graphe. C'est-à-dire, à cet endroit-là, à chaque adresse, ben, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Par exemple, quels magasins sont là? On voit un WeWork, on voit un Zara, on voit un Puma, on voit différents magasins qui sont situés aux mêmes adresses que les adresses de mes clients. Donc, potentiellement, il y a des magasins individuels en bord de rue. Potentiellement, il y a aussi des malls, des magasins communs, et on peut voir à ces mêmes adresses qu'est-ce qui est présent. Un petit peu plus loin sur la droite aussi, on voit qu'il y a les géométries qui sont présentes. Il y a longitude, latitude, street adresse, et il y a les géométries qui sont présentes dans ce dataset. Voilà, des opening hours, on a toutes sortes d'infos qu'on vient enrichir, et on a les polygones. Donc potentiellement, on peut représenter avec les géométries sur une carte bah, nos différents clients, où est-ce qu'ils sont situés précisément, et aller visualiser différentes infos là-dessus de façon très granulaire pour chacun de nos clients. Et donc on a utilisé un petit peu ça aussi comme inspiration pour le dashboard qu'on a créé, où sur une carte, on voit nos différents clients, les différentes commandes et les matériaux qu'ils ont commandés.
Exactement. La dernière étape qui nous reste, que je vais faire un petit peu plus rapidement que prévu, parce on a débordé un petit peu sur le temps initial. Je vais repartir de mon projet, cette fois V2, dans lequel on avait préconstruit une transformation un petit peu plus complexe euh, de nos données. Je vais vous montrer très rapidement. Donc voilà, on ne va pas faire tout ça en live devant vous avec... On a fait plus de pointures, on a sélectionné des colonnes, etc., etc. Là, par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est comment créer le data mart à partir de cet état de nos données. Donc, on a cette fonctionnalité ici où donc, la création de data mart va venir consolider les différentes données, nettoyer finalement les différentes vues qu'on avait avec l'historique des changes, l'historique des modifications, etc., pour ne conserver que une table par donnée finalement répliquée sous forme de schéma qui va être prêt pour l'analytique, avec une table de faits et des tables de dimensions. Donc, on va commencer avec notre table de faits, qui va être nos lignes de commande, le niveau le plus granulaire, on va dire, et on va rajouter les dimensions. En rajoutant ces dimensions, donc on va rajouter notre leader, notre client, etc. En rajoutant ces dimensions, on va venir dénormaliser notre modèle et on va venir créer de manière automatique des clés de substitution qui vont nous permettre de faire les jointures de manière beaucoup plus simple dans notre data visualisation. Et ces clés de substitution vont être créées à partir de recommandations de l'outil pour faire les jointures entre nos différentes tables dans le modèle. Donc là, en préparant et en exécutant cette tâche, on va venir créer ce modèle de données dans Snowflake avec les tables dans leur dernier état et les différentes dénormalisées et avec les différentes clés de substitution. Et une fois qu'on en est là, on peut ben, donc recommencer la dernière partie, c'est-à-dire ben, on a des données qui sont propres, qui sont jointes, le modèle en étoile, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à les utiliser dans un process d'analytics, créer des visualisations et on revient donc, ben, au départ de ce qu'on avait montré, hein, le tableau de bord. Ben donc, Voilà, bah, je pense qu'on a fait un bon tour ensemble des différentes possibilités offertes à la fois par Click et Snowflake. Maxime, je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions dans le chat. Nous, on a encore un petit peu de temps pour y répondre, en tout cas, si vous le souhaitez. il n'y avait pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas, il reste une vingtaine de personnes. Si vous voulez poser des questions maintenant, c'est le moment sur les détails. Sinon, comme tu disais, donc les messages qu'on voulait faire passer, mais je pense que c'était assez bien de le démontrer dans une démonstration complète où on a vu toutes les étapes pour recréer cette visualisation et voir les deux outils en fait, hein. Donc comment on peut gouverner les données sur Snowflake, venir les enrichir, collaborer au travers de la marketplace et puis faire tout le process avec QuickTime Cloud Data Integration. Et côté Click, comme vous l'avez vu, on a déjà un outil qui est assez riche en termes de fonctionnalités pour répliquer la donnée, faire de l'ELT en temps réel. On a annoncé début juin et on a des éléments qui vont sortir là dans les jours qui viennent autour de l'intelligence artificielle, avec la capacité de générer des requêtes SQL à partir d'un prompt, la capacité d'alimenter des bases de données vectorielles directement dans cet outil-là également, pour pouvoir avoir des données qui soient AI ready et qui alimentent vos systèmes d'intelligence artificielle. J'ai hâte de tester ça. On teste ça. On a une question qui vient d'arriver dans le chat et qui parle de licence. Donc je vais peut-être te laisser la prendre, sinon je peux peut-être en partie, mais si on a, il y a différents mécanismes que tu nous as montrés. Donc répliquer depuis l'application, répliquer depuis, je pense que ça va montrer une CDS views et je pense que tu avais montré la base de données, Anna. Et donc on demande bah, le CDC, est-ce que c'est possible si on a une licence SAP Runtime? Alors là, donc, c'est les contraintes qui vont être plus côté SAP en fonction des droits offrent ces licences. Mhm. La licence runtime, de mémoire, ne permet pas de faire ces extractions. Donc c'est pas d'accès à la base de données, c'est-à-dire que vous avez accès au layer ABAP, vous avez accès donc aux différentes API, potentiellement les tables, potentiellement ODP, des choses comme ça, mais vous ne pouvez pas accéder à la base de données. Est-ce que
du côté ABAP, on peut quand même faire du CDC. Alors, on ne pourra pas accéder à la base de données directement, donc pas accéder à la partie log de la base de données. Par Ouais. contre, avec les outils, les extracteurs SAP, les ODP, les CDS View, on aura du CDC qui sera pas en temps réel, qui sera du micro-batch, qu'on pourra descendre à la minute pour répliquer les données toutes les minutes, plutôt que de capter le changement, comme on l'a vu là avec les commandes et les tables VBAC et VBAP, où on est vraiment à la seconde pour récupérer les modifications. Bien. Donc, Claude nous remercie dans le chat. J'ai la même perception. C'est-à-dire que c'est possible, mais forcément, passer par ABAP, si on n'a pas d'accès à la base de données, ben, ça met de la charge sur le serveur ABAP. Et on n'a pas envie non plus d'avoir une charge en continu toutes les secondes sur le serveur applicatif de votre ERP. Donc, c'est plutôt un process au minimum en micro-batch, je veux dire de quelques minutes, où vous allez faire une lecture tous les quelques minutes. Et ce temps entre les lectures est configurable. On peut descendre à la minute, mais on peut le faire toutes les 5, 10, 15 minutes également si on le veut. Est-ce que les extractions en CDC nécessitent forcément un warehouse Snowflake qui tourne 24 heures sur 24? Je peux commencer à répondre à cela, mais donc le warehouse Snowflake, il est nécessaire pour l'insertion de données, dans ce cas-ci. Donc vous avez vu les opérations qu'on faisait, on a fait un put, et on a fait un copy into, et donc cette opération de copy into, elle nécessite un warehouse. Le warehouse, il va tourner au minimum une seconde, je veux dire, enfin, un temps minimum pour faire l'insertion, et puis il peut s'éteindre en 60 secondes. Donc, si vous faites une insertion toutes les 10 minutes, qui dure 10 secondes ou 15 secondes, vous allez payer 10 secondes, plus les 60 secondes pour que ça s'éteigne, ça veut dire environ 70 secondes, toutes les 10 minutes. Voilà, pour une seule table. Si vous multipliez ça par 100 tables différentes, qui a 10 secondes par table, et que vous faites ça de façon fréquente toutes les 5 minutes, concrètement, ça va occuper à peu près 24 heures sur 24, si vous C'est avez une tout le centaine. point, c'est tout le point du change data capture et de ses capacités de récupération des changements en temps réel. Il faut que derrière, vous ayez des architectures qui soient elles aussi temps réel et pas uniquement un outil qui soit capable de capter le changement en temps réel, mais d'avoir la base de données qui soit également Ouais, disponible 24 heures sur 24, donc le warehouse Snowflake qui soit disponible 24 heures sur 24, et puis derrière également vos outils d'analytique qui soient rafraîchis et mis à jour en temps réel également. tout à fait. Donc l'approche que propose Click, c'est soit cette approche, on va dire, holistique du temps réel, sur des problématiques business temps réel, ou alors ça peut aussi être intéressant de réfléchir à ce type de produit dans la simplicité d'utilisation et de configuration, mais par contre d'avoir des flux qui tournent de manière fréquente, mais pas forcément en temps réel. Donc oui, hein, c'est ce qu'on va voir concrètement chez les clients. C'est ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une partie des flux qui seront de l'ordre de la minute, à peu près. Et donc le CDC, ah, ouais, voilà, je termine. Mais il y a Ah, une partie des flux qui oui. tournent de l'ordre de la minute et il y a une partie des flux qui tournent de l'ordre de la journée. Je pense que ça dépend de ce qu'on veut répliquer. Répliquer une table de dimension client ou quoi, qui change pas, ça sert à Mm. rien de le faire en CDC. Donc c'est quelque chose qui va changer de l'ordre de la journée. Voilà. Et on Non, demande, est-ce que le oui. CDC est possible en mode batch? Alors, quand on dit CDC, non, le CDC, c'est vraiment Change Data Capture, c'est vraiment du temps réel. Euh, L'idée, c'est de récupérer ces données en temps réel. Si on veut, enfin, si on ne peut pas ou si on ne veut pas être en temps réel, ça ne sera pas du CDC, on capturera le changement, mais cette fois pas en temps réel. Je pense que c'est bien qu'on ait pu voir ces trois possibilités aujourd'hui, donc au début de la démonstration, les trois types de connexions. Mm. Que ce soit des tables ABAP, que ce soit des CDS View qui ont une logique qui a été écrite donc, du côté SAP, ou que ce soit les tables sources dans la base de données qu'on va rechercher en CDC dans HANA. C'est des questions qu'on a très souvent sur les différents mécanismes et comment ça fonctionne, donc je pense que c'est bien que ce soit vraiment clair pour tous les participants. Écoute, on arrive sur la fin de la session. Je pense qu'on arrive au bout des questions. Nous avons encore une petite vingtaine de personnes avec nous. Je pense qu'on va terminer la session. Merci Maxime en tout cas pour cette démonstration. C'était très agréable de le faire avec Snowflake et merci à tous pour votre participation. Moi aussi, c'était un plaisir.
Merci à tous.